L'émission Pas de vie s'invite encore chez vous aujourd'hui, chers amis internautes, vous qui prenez du plaisir à nous suivre, bonjour. De plus en plus, nous mangeons très mal, c'est certain, tout le monde s'accorde là-dessus. Et ce qui fait que l'obésité devient un mal très sérieux qui sévit dans les familles et parfois détruit des vies. Lorsqu'il s'agit d'un adulte obèse, il y a des comportements à adopter, mais lorsqu'il s'agit encore d'un enfant, c'est encore plus compliqué. C'est une responsabilité des parents, des enfants eux-mêmes, aucune idée. De toutes les façons, nous allons parler aujourd'hui de la question de l'obésité chez l'enfant. On en avait parlé, mais pas de fond en comble. Nous y revenons donc pour en parler encore plus parce que la question est sérieuse. Et ça va être un spécialiste de la matière qui nous en parle. Vous le connaissez, c'est le docteur Marcos Dousso, médecin pédiatre. Bonjour docteur. Bonjour madame Roufkat. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour chers internautes. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de plateau avec vous. Et le plaisir, il est partagé. Pour parler d'un thème qui fait partie de mon quotidien, la question de l'obésité pédiatrique. Et je vous remercie encore une fois pour l'intérêt que vous portez au thème pédiatrique. C'est très important. Nous sommes des mères, on a des enfants, il faut savoir la conduite à tenir pour que nos enfants ne soient pas confrontés à ces genres de cas. Absolument. Et on parle justement de l'obésité. Vous en recevez souvent des enfants dans ces difficultés-là? Oui, bon, il faut dire que je suis pédiatre, comme vous le savez. Et en plus d'être pédiatre, je suis nutritionniste. Oui. Et ça fait partie de, par rapport à mes consultations de nutrition pédiatrique, l'obésité de l'enfant vient en tête. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Il n'y a pas de semaine où je ne reçois pas un nouveau cas d'obésité de l'enfant. Donc, pour vous dire que c'est pas rare, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est courant. Et il faut en parler. D'accord. Avant de nous dire, en fait, quand on a un enfant qui est un peu obèse ou qui est un peu joufflu, qui a de l'embonpoint, si on ne veut pas dire que l'enfant est gros, est-ce qu'il faut se réjouir de l'avoir bien nourri ou bien s'en inquiéter parce que l'enfant est peut-être en surpoids? Mais avant de répondre à cette question, vous allez briefer légèrement. Je sais qu'on en avait parlé, mais c'est important de revenir sur la question de l'obésité en fait. Bon, en fait, il faut comprendre simplement par l'obésité que c'est un enfant qui est gros. Bon, tout à l'heure, vous avez semblé l'éviter, il faut le dire, c'est un enfant qui est gros, qui est gros par rapport à son âge et à la fois par rapport à son âge et par rapport à sa taille. Ouais, donc, c'est ce que je peux dire de façon succincte sur la définition de l'obésité. Alors, votre question, c'est de savoir s'il faut s'en réjouir. Bah oui, parce qu'on a un enfant qui est bien en bon point. Absolument pas. Il y a un adage qui dit souvent que l'apparence est trompeuse. Et l'obésité, que ce soit de l'enfant ou de l'adulte, illustre bien cela. C'est-à-dire, quand on voit un enfant qui a de l'embonpoint, on a l'impression que les parents s'en occupent très bien. Mais l'obésité, quelle qu'en soit sa forme, est une malnutrition. Donc, c'est une maladie. Okay? Et c'est une maladie qui est qualifiée à la limite de maladie silencieuse puisque ça ne donne pas de manifestations. C'est-à-dire, sur le champ, on ne voit pas un enfant qui souffre comme dans le paludisme où l'enfant chauffe, a des difficultés, on voit. Non, ça n'a rien à y voir. Donc, c'est un enfant qui est malade et qui a une maladie silencieuse. Et surtout, quand on parle de l'enfant, vraiment, ça peut laisser lieu à des complications plus tard. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la prise en charge de l'obésité de l'enfant pour que vraiment ça n'impacte pas sa santé à long terme et de façon précoce. Donc, pour répondre à votre question, c'est clair, l'obésité n'est pas quelque chose dont il faut s'en réjouir. Mais quand on regarde le quotidien des mamans de la société africaine dans laquelle nous sommes, justement, on est au Bénin, lorsqu'on voit un enfant qui est bien potelé, on félicite la mère, tout le monde est heureux, on applaudit. Oh, maman, vous avez bien nourri l'enfant. Ça veut dire que le lait de la mère est riche. Donc, il faut arrêter avec tout ça. Oui, et absolument qu'il faut... bon, c'est une question de mentalité. Hein. Bon, on ne peut pas dire tout de coup comme ça qu'il faut qu'on arrête avec tout ça. C'est expliquer aux internautes, expliquer aux mères qui viennent en consultation les risques, les conséquences de l'obésité. Et tout à l'heure, j'ai parlé de risque et c'est important de retenir le thème risque parce que vous savez, quand on parle de risque, c'est qu'on ne voit pas le danger. C'est comme vous êtes en voiture, on vous demande de porter les ceintures, ou bien en moto, de mettre votre casque.
Bon, vous ne percevez pas le risque parce que tout le temps, vous voyez des gens quand même sans casque à qui rien n'arrive. Mais il y a des gens, bien sûr, sans casque qui tombent, qui ont des difficultés qu'on ne voit pas surtout. Et c'est justement ça. Comme beaucoup d'affections chroniques, les conséquences, ça ne se voit pas. Les conséquences, les personnes qui la subissent la vivent en silence. Donc, les autres ne perçoivent pas. Donc, il y a une partie... C'est pour ça que vous parlez de crise silencieuse. Voilà. Donc, il y a ce qu'on voit comme positif, mais il y a le négatif qui se cache derrière qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que, bon, pris dans tous les sens, on ne peut pas encourager, on ne peut pas s'en réjouir. OK? Et puis, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des statistiques quant à l'obésité, surtout au Bénin ou peut-être même, pourquoi pas, dans le monde? Bon, il y a de ces maladies que je m'amuse à qualifier souvent de démocratiques. L'obésité en fait partie. Et c'est quoi une maladie démocratique? Ça ne connaît pas de race. Merci pour cette question pertinente qui cadre même avec la problématique de l'obésité. Vous savez, en 50 ans, la prévalence de l'obésité a triplé. C'est-à-dire de 1975 à nos jours, il y a 3 fois plus de personnes obèses qu'il y en avait. Et quand on s'intéresse un peu à la population pédiatrique, chez les enfants de 5 à 19 ans, par exemple, on s'est rendu compte qu'en 1975, la prévalence de l'obésité pédiatrique dans cette population pouvait tourner autour de 4%. Mais dans les années 2015, c'est-à-dire de nos jours, je vais dire, ça tourne autour de 18%. C'est énorme. Ça fait à peu près 4 fois à 5 fois plus que ce qu'on avait avant. Exactement. Et quand on descend chez les moins de 5 ans, par exemple, il y a une étude qui a été conduite par l'UNICEF et la Banque mondiale en 2015 qui a noté qu'on a, c'est-à-dire le nombre d'enfants obèses de moins de 5 ans pouvait tourner autour de 30 à 40 millions d'enfants. Mais les projections font état de ce qu'en 2025, que la prévalence de l'obésité dans cette population, que ça tourne, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'on aura va tourner autour de 70%. Donc vous voyez, pratiquement le double de ce qu'on avait en 2015. J'ai même lu dans une revue qu'on a qualifié en africain l'obésité de cauchemar explosif. Non. Et il est dit dans cette revue, par exemple, que en 25 ans, que la prévalence de l'obésité de l'enfant va doubler. Pour dire que l'obésité chez l'enfant est vraiment une crise émergente et qu'il faille vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Donc voilà quelques chiffres. Au Bénin, bon, nous sommes également dans cette tendance. On n'a pas vraiment des chiffres comme ça, mais il y a quelques études déjà où vous pouvez voir un enfant sur 10 obèse. Il y a au moins 2 ou 3 études qui ont été réalisées en milieu scolaire où vous avez un enfant. C'est-à-dire, quand vous prenez 100 enfants, c'est à peu près 9, 8 ou 10 enfants qui sont déjà obèses. Et ces études ont été réalisées dans des écoles primaires. Pour vous dire combien de fois il faut La situation est alarmante. Vraiment. Et on lie tout ça à la malnutrition, la mauvaise bouffe, l'alimentation de nos jours. Alors, il faut dire que l'obésité est une maladie qui a plusieurs causes. Il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire quoi? Que nous avons cette capacité à 70 à 80% des cas de devenir obèses. Oui. Mais ça, ce n'est qu'une prédisposition. Nous avons les gènes qui nous prédisposent à ça. Mais ce qui vient révéler l'obésité, en fait, c'est ce qu'on appelle les facteurs obésogènes. Donc, des facteurs qui viennent révéler. Et au nombre de ces facteurs, comme vous avez commencé à le dire, il y a l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a également la pratique d'activité physique. Donc, le fait pour nous aujourd'hui d'avoir un mode de vie qui ne nous amène pas à faire beaucoup d'activités physiques, également participe à cela. Il y a également d'autres facteurs sur lesquels on pourrait toujours revenir. Le sommeil, par exemple. Et qu'est-ce que le sommeil a à voir avec les cas d'obésité? Alors, vous savez, quand on ne dort pas bien, on ne prend pas les bonnes décisions. Il y a un lien entre le fait de ne pas bien dormir, de passer beaucoup de temps devant les écrans, notamment surtout quand on parle des enfants, et certains comportements, notamment les comportements en rapport avec l'alimentation et avec les activités physiques. Quand vous ne dormez pas bien, vous ne pouvez pas résister à la nourriture. Vous allez grignoter facilement. Parce que vous savez, la nourriture fait partie quand même du domaine de la psychologie. C'est-à-dire l'alimentation, ça relève du domaine de la psychologie. C'est pour ça que quand on a des problèmes, on est préoccupé, on n'a pas envie de manger, par exemple. Mais lorsque vous ne dormez pas bien, vous n'avez pas le fonctionnement, vous n'avez pas la maîtrise. Et chez les enfants, c'est encore plus important. Quand ils ne dorment pas bien,
ils peuvent se réfugier un peu dans la nourriture. Donc, tout ça est lié. Donc, ne voyons pas seulement la nourriture, voyons la nourriture, l'activité physique, le temps passé devant les écrans et le sommeil aussi. Voilà autant de facteurs qui sont des facteurs obésogènes. C'est beaucoup de choses à la fois, il faut le savoir. Mais déjà, docteur, est-ce qu'on peut pointer du doigt quelqu'un responsable de cet état de choses? Il faut dire que, bon, parlant de l'alimentation, du volet de l'alimentation, même du volet de l'activité physique et du sommeil, vous savez, ça relève en fait de l'éducation. Vous savez, dans l'éducation, il y a beaucoup de choses. Il y a le volet de l'instruction, mais il y a l'éducation nutritionnelle. Nous sommes d'accord. Et l'éducation nutritionnelle nous impose d'avoir des comportements donnés vis-à-vis de la façon de s'alimenter. Vous savez, un enfant, il ne peut pas, quand vous voyez un enfant d'un certain âge, il n'a pas d'heure pour manger. Non, mais avec le temps, il mange quand il a faim. Mais au fur et à mesure, même que l'âge évolue, il y a certains comportements qui doivent être laissés au détriment des comportements qui sont dits, c'est-à-dire de bonnes habitudes alimentaires. Quand je prends un enfant de 6 ans, par exemple, il mange presque comme un adulte devrait manger. C'est-à-dire, il a le petit déjeuner qu'il doit prendre à une heure donnée. Il a le déjeuner qu'il doit prendre à une heure donnée. Il a le dîner qu'il doit prendre à une heure donnée. Ça, ce sont ses repas principaux. Et maintenant, il y a les collations. Les collations, c'est des petits repas qu'il peut prendre comme ça, bon, 1 ou 2 fois. Vous voyez. Mais quand vous voyez un enfant qui a accès au frigo, qui se sert comme il veut, qui mange comme il veut, alors qu'il a 6 ans, vous comprenez que ça pose un problème. Donc, c'est pour vous donner en fait une idée de ce que nous mettons dans l'éducation. Ça veut dire que, de point de vue de ces comportements alimentaires, il n'y a pas une discipline qui est de règles. Alors, donc, j'insiste sur ce volet parce que quand on voit l'alimentation, on voit souvent la composition. Ça, c'est une évidence, c'est pourquoi je n'en parle pas. C'est-à-dire la composition par rapport à ce que nous mangeons. Mais par rapport à un enfant, il y a le comportement, il y a son éducation, les règles qui ont été établies par rapport à la façon dont il doit manger. Il doit se nourrir, merci. D'accord. Voilà. Et dans ce cas, alors, on dira que ce sont les parents qui sont responsables, sans pour autant les accuser, bien entendu. Parce qu'un enfant à qui on laisse la facilité d'aller ouvrir le frigo quand il en a envie, on ne lui dit rien parce que les parents ont peut-être les moyens qu'il faut. On pense que ça, c'est donner à l'enfant ce dont il a besoin pour bien grandir. Cela relève de la responsabilité des parents. Bon, je ne dirais pas, je ne vais pas utiliser vos termes. Il faut les accuser pour qu'ils le sachent directement. Non, je suis d'accord parce que c'est un peu plus complexe que ça. Vas-y, est-ce que c'est voir la responsabilité ou pas? Moi, je parlerai plutôt de l'ignorance. Aujourd'hui, les parents ignorent beaucoup de choses parce que le mode de vie, c'est-à-dire on s'est fait prendre à notre propre piège sans vraiment nous en rendre compte. Vous savez, avec les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, si on mange comme on avait l'habitude de manger avant, quand il n'y avait pas ces moyens de transport, c'est qu'on mange déjà mal. Ça veut dire qu'on a l'impression que il y a des habitudes qui ont été héritées peut-être de la culture, mais qui aujourd'hui ne s'adaptent pas à nos réalités. Des habitudes qu'il faut laisser tomber. Qu'il faut laisser, parce que quand nous voyons aujourd'hui la façon dont nos enfants mangent, peut-être qu'il y en a qui ne mangent pas forcément mal si on doit se référer à dire au passé. Mais quand on tombe de nos contextes par rapport à nos enfants qui ne marchent pas pour aller à l'école, c'est-à-dire que nous amenons à l'école en voiture, qui ne sont pas prêts à faire 30 minutes de marche pour aller. Et dans les études, on perçoit très bien ça, que l'obésité a une étroite relation avec le niveau d'instruction et avec le niveau socio-économique des parents. Pour vous dire que plus le parent a les moyens, plus on se rend compte que son enfant est obèse. Donc peut-être que le parent même ne s'en rend pas compte. Et c'est notre rôle. C'est pour ça que je ne voudrais pas jeter le tort sur les parents, mais l'émission, elle est là justement pour éduquer et attirer l'attention. Oui, voilà, justement. Merci. Je veux plutôt attirer l'attention des parents sur le fait qu'il y a un piège et qu'aujourd'hui, nous devons être stricts par rapport à l'alimentation de nos enfants. Normalement, comme ça se doit, nous devons être moins gentils. Limiter les bonbons, les sucreries, les chocolats qui n'apportent pratiquement rien de bon à l'enfant. Bon, on va dire que ça apporte de l'énergie. Même les enfants n'ont pas besoin de ça.
Ils ont déjà leur énergie. Pour le plaisir, vous savez, là aussi, ça fait partie également des raisons pour lesquelles nous vivons cette situation. La publicité. Vous savez, la publicité crée le besoin. Et aujourd'hui, nous sommes inondés vraiment de choses. Et lorsque vous avez les moyens, vous avez, non seulement vos enfants sont exposés aux écrans, on avait parlé des jeux ici. Vous avez la possibilité de leur acheter peut-être des jeux vidéo, donc ils n'ont pas la possibilité de dépenser l'énergie. Et en plus, vous n'êtes peut-être pas des parents disponibles, donc vous voulez compenser cela en étant gentil. Comme on n'est pas présent, il faudrait qu'ils sentent. Vous voyez déjà tous les éléments que je vous amour ressors à travers des cadeaux. Voilà, tout ça, les parents, c'est de façon pratiquement inconsciente qu'ils y vont vers. Donc c'est pour ça que j'ai du mal vraiment à leur faire porter la responsabilité ouvertement. Ah ben il faut leur faire porter. Même parce que de toutes les façons, il faut bien que quelqu'un soit responsable. De toutes les façons, l'enfant n'est pas responsable. Nous, on prend plutôt l'enfant comme des victimes. On prend les enfants comme des victimes. Des victimes, tout à fait. Peut-être s'il y a des responsables, nous, en tant que médecins, en tant qu'éducateurs, peut-être vont porter la responsabilité de ne pas suffisamment sensibiliser les parents. Nous essayons de nous rattraper sur la question comme on le fait là. Mais c'est vraiment de comprendre que tout ne se joue pas sur l'alimentation. C'est ça surtout que je veux que les parents comprennent. Qu'ils sachent qu'au-delà de l'alimentation, c'est qu'il y a des comportements qui de façon subtile favorisent. C'est-à-dire on peut tuer son enfant par amour. Et tuer son enfant par amour en le surprotégeant, en ne lui permettant pas de faire des activités physiques alors qu'il mange. Puisque l'enfant va manger. Alors qu'il faut faire des activités physiques pour dépenser de l'énergie. Perdre les calories, faire fondre les graisses. On peut tuer son enfant par amour en le gavant de nourriture dont il n'a pas besoin. On peut tuer son enfant par amour en le laissant manger c'est-à-dire à des heures induites, sans contrôle, sans rien. Il a accès au frigo n'importe comment. Et puis l'autre chose, peut-être là où je vous rejoins un peu par rapport à la responsabilité des parents, c'est peut-être quand nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avons pas de bonnes habitudes alimentaires. C'est là où, bon, je suis un peu déçu par rapport à certains parents. Parce que les enfants, vous savez, c'est-à-dire ils nous copient facilement, hein. Ouais. Donc, c'est ce que je peux dire. Les enfants font ce qu'ils nous voient faire. Ce qu'ils nous voient faire. Exactement. Voilà. Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans cette histoire-là? Tout ce qu'on est en train de dire là. Parce que l'éducation, la nutrition, comment se comporter, tout ce qu'on vient de dire, ça concerne plus les parents à la maison. Maintenant, est-ce que les maîtres ou les professeurs ont quelque chose à y voir? Vous savez, votre question me fait réfléchir parce que effectivement, nous, les nutritionnistes, c'est peut-être un aspect que nous ne voyons pas beaucoup. Nous nous focalisons beaucoup sur les parents. Et on essaie d'expliquer ce qu'il faut aux parents et on met l'école de côté. Alors qu'on sait, par exemple, qu'il y a les cantines scolaires et qu'il y a des parents dont les enfants mangent, prennent même pratiquement 2 repas. Hein. Quand je prends les tout petits qui vont à la garderie, parfois même, ils prennent 2 repas là-bas. Donc, c'est seulement le repas du soir. Donc, à ce niveau, je pense que l'école, au-delà de l'école, voyons un peu les garderies et autres, ont également un rôle à jouer. Donc, tout ce qu'on dit aux parents s'applique également à l'école. Donc, les gérants des cantines scolaires sont interpellés surtout par rapport à la quantité, aux portions qu'on serve aux enfants, par rapport à la qualité pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gras, beaucoup d'huile, vous voyez. Et quand on identifie qu'il y a des enfants qui sont obèses, peut-être qu'il faut qu'il y ait un lien qui s'établisse un peu entre les nutritionnistes que nous sommes et par rapport à la façon dont il faut suivre. Les alimente. On les alimente. Et donc, il faut un suivi. Et puis, à cela aussi, il faut ajouter la pratique d'activité sportive parce qu'on a l'impression que dans les écoles, que le sport ne se fait plus comme ça se doit. C'est une impression qu'on a. Bon, ben, ça aussi, peut-être que ça... Bon, je n'ai pas d'études dessus. Hein. Bon, c'est l'âge que je réfléchis à la question. Peut-être que ça a également un impact. Il faut y réfléchir peut-être davantage. Il faut que les responsabilités soient réellement partagées pour que les enfants s'en sortent. Voilà. Alors, quand on parle de tout ça, dans votre pratique professionnelle, quelles sont les erreurs que vous voyez souvent? Et quand on parle de l'alimentation, qu'est-ce que les enfants doivent peut-être manger en petit déjeuner, en déjeuner? Des exemples peut-être et permettre aux parents de savoir comment concocter les repas pour ne pas être trop strict non plus, parce qu'en voulant que l'enfant perde trop de poids, on peut créer des carences. Je ne suis pas spécialiste. Non, votre question elle est également très, très pertinente. On voit beaucoup d'erreurs diététiques, beaucoup d'erreurs.
Je vais aller étape par étape. Quand je prends le petit déjeuner, par exemple, il y a des petits déjeuners très simples et équilibrés. Vous avez un enfant qui prend de la bouillie le matin, avec de l'arachide, mais avec de l'acajou, avec peut-être un fruit dessus. C'est déjà un petit déjeuner équilibré. Et on n'a même pas besoin de lui ajouter beaucoup de sucre, beaucoup de miel. Mais là où les parents pêchent, ou bien là où nous pêchons, c'est que sur la quantité de bouillie, soit la quantité elle est énorme par rapport à l'âge de l'enfant, ou bien on y met beaucoup de sucre. Parce que quand vous mettez la bouillie, à la limite, dans une bassine, c'est une façon de parler, vous êtes obligé de mettre beaucoup de sucre sans même avoir le goût qu'il faut. Donc, à ce niveau, il faut que les parents, quand on veut donner, on veut sucrer de la bouillie ou bien le thé, il faut vraiment prendre de petites quantités, savoir qu'à la fin, on va boire de l'eau dessus. Ça, déjà, c'est des erreurs qu'on voit. Quand on prend le déjeuner et le dîner, souvent, ce qu'on constate, c'est le gras. On y met beaucoup de gras. Et en plus, il n'y a pas assez de fruits et légumes. Alors que vous savez, les légumes, ça permet de donner l'impression de satiété. Et la digestion, c'est facile. C'est plus facile. Et les indices glycémiques, c'est-à-dire le taux de sucre que ça apporte n'est pas beaucoup en termes d'énergie. Et ça améliore même les capacités cognitives de l'enfance par rapport à la mémoire et tout. Mais non, on préfère mettre un plateau de riz. Voyez, et avec puis, beaucoup de sucre, parce qu'il paraît que le riz a beaucoup de sucre. Le riz a de l'amidon. Les féculents de façon générale, le riz, le maïs, l'igname, les féculents, les céréales, il y a beaucoup de sucre dedans. Voyez. Et en plus, on les prend avec assez d'huile et on n'y met pas assez de fruits et légumes. Ensuite, pas équilibré. Il y a quelque chose qui est facile à faire qu'on ne fait pas parfois. On ne donne pas beaucoup d'eau à boire aux enfants. Oui. L'importance de boire de l'eau. De boire beaucoup d'eau. Dans les salles de classe, même parfois, il n'y a pas de points d'eau. Donc, les enfants, bon, ils ne peuvent pas boire à volonté, alors que ça permet la digestion, ça améliore même le métabolisme de l'organisme. Voilà quelques erreurs qu'on a. On ne prend pas beaucoup de produits laitiers, alors que, bon, ce n'est pas aussi cher que ça. Voyez? Et quand on doit prendre des produits laitiers, on n'en prend pas de bon. Au lieu de prendre du lait, même, on préfère prendre du yaourt très sucré ou bien du lait concentré. Et là, ça n'apporte rien à l'enfant. Donc, il faut prendre du lait écrémé, c'est ça? Ça peut être du lait entier, du lait écrémé, mais c'est déjà mieux que le lait concentré. Parce que le lait concentré, c'est 2 fois moins de calcium, c'est 2 fois moins de vitamines que le lait. Mais plus de sucre. Mais plus de sucre. Or, le sucre n'apporte rien d'autre que l'énergie. Alors que l'enfant a déjà l'énergie à travers les céréales, tout ce qu'il prend d'autre. Voilà quelques erreurs qu'on a. Au-delà de ça, on voit sur la fréquence de l'alimentation. On voit des enfants qui ne mangent pas, qui mangent plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire quand on rentre à la maison, au lieu de manger à 19h30, 20h, on mange à l'heure là, mais avant de se coucher, on mange encore. Ouais, donc voilà autant d'erreurs. De mauvais comportements à corriger. Et il faut ajouter tout cela maintenant à l'absence d'activité physique pour dépenser l'énergie là. Parce quand on emmagasine, il faut dépenser. On ne permet pas à l'enfant de dépenser l'énergie, soit qu'il est devant la télé ou bien des jeux vidéo, ou bien les répétiteurs sont là pour l'occuper et il va au lit comme ça. Voilà un peu... C'est compliqué. Ah, c'est pas aussi compliqué que ça. Oui, c'est gérable. C'est gérable. Oui, ça c'est vrai. Docteur Marcos Dousso, merci. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire avec vous, mais le temps passe, on ne pourra pas tout dire. Donc je profite pour dire à nos amis internautes qui nous suivent, c'est une émission éducative, émission Pas de vie. On ne pourra pas tout dire, mais vous avez la possibilité, c'est un médecin pédiatre, de le contacter pour avoir plus de précision. Et puis les membres de OSAM ONG, OSAM qui met tous les moyens à disposition des parents pour l'éducation des enfants, le suivi des enfants, le bien-être de la famille. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir mieux garder vos enfants, les garder bien en forme. Nous les parents, qu'est-ce qu'on veut? Que les enfants soient beaux, rayonnants, très en forme. Merci à vous donc de nous avoir suivis et restez câblés pour suivre tout ce qu'il y a de beau et de bien dans l'émission Pas de vie. À très bientôt.